Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Michel Barnier, ancien ministre LR, ancien commissaire européen et auteur de ce livre de la grande illusion, journal secret du Brexit aux éditions Gallimard. Bonjour Michel Barnier. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Hier vous avez tweeté: le départ de Boris Johnson nous ouvre une nouvelle page dans les relations avec le Royaume-Uni. Puisse-t-elle être plus constructive, plus respectueuse des engagements pris, notamment en matière de paix et de stabilité en Irlande du Nord, et plus amicale avec les partenaires de l'UE, parce qu'il y a tellement plus à faire ensemble. Est-ce que le départ de Boris Johnson ouvre une nouvelle page dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe? C'est le vœu que j'ai exprimé. Je n'en suis pas complètement sûr. Ça dépendra de qui sera le nouveau Premier ministre britannique et dans quel état d'esprit il sera, à la fois à l'égard de son propre pays, de sa propre signature. C'est ce que je reproche depuis plusieurs années à Boris Johnson, de ne pas respecter sa signature. Le traité qu'il a lui-même négocié, et j'étais en face de lui, ligne par ligne, virgule par virgule, et qu'il ne voulait pas respecter, notamment sur l'Irlande, où la paix est en cause. Hein. C'est ça, l'Irlande. C'est pas une question de commerce ou de marchandises, c'est la paix. Après qu'un conflit en Irlande du Nord ait provoqué 4000 morts. Hein, et ça s'est arrêté il y a à peine 20 ans. Et quel sera son état d'esprit à l'égard de l'Union européenne? Il n'est pas question qu'ils reviennent, c'est leur choix, ils ont voulu quitter. Il n'y aura pas de comeback après le Brexit. Je ne crois pas que l'état d'esprit, ni des travaillistes, ni des conservateurs, va changer. En revanche, c'est quel état d'esprit? Est-ce qu'on respecte toute signature? Est-ce qu'on regarde devant nous? Et quand on regarde devant nous, ça a été mon obsession pendant toute la négociation, au-delà de régler les problèmes du divorce, qui est toujours négatif, un divorce. Ça coûte toujours cher. Donc j'essaie de limiter les conséquences. Mais mon obsession, ça a été de dire, préservons l'esprit de coopération avec les Britanniques, parce que c'est un très grand pays, pour lequel moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration, et on a plein de choses à faire ensemble. On a plein de défis à relever, mieux ensemble que chacun chez soi. Le terrorisme, le changement climatique, la pauvreté en Afrique, la maîtrise des grandes entreprises qui veulent tout dominer dans le numérique ou la finance. Voilà des sujets sur lesquels on a besoin de travailler avec les Britanniques. Mais vous avez dit pas de comeback. Mais si les Britanniques demandaient à revenir, que faudrait-il faire? Non, mais la porte est toujours ouverte. Évidemment. Donc un comeback est possible. Nous l'avons toujours dit. La porte reste ouverte à tout pays européen qui veut entrer dans l'Union européenne, à condition qu'il respecte les conditions. Pendant toute la négociation, j'ai évité ce qu'on appelle en anglais le cherry picking, c'est-à-dire prendre ce qui vous intéresse et laisser ce qui ne vous intéresse pas. C'est pas le marché unique à la carte. Donc nous avons négocié, défendu le marché unique, mais la porte reste ouverte évidemment. Cela dit, c'est pas un sujet d'actualité, très franchement. Ce qui est d'actualité, c'est l'état d'esprit du gouvernement britannique pour respecter les deux traités qu'on a négociés avec lui, qui organisent le Brexit, économique et politique, et puis l'état d'esprit pour faire face aux défis qui sont immenses devant nous. Hein. Mais justement, quel sera le bilan de Boris Johnson pour vous? Alors, il devrait partir à l'automne, mais il pourrait partir plus vite. 2 sondages ont été publiés hier au Royaume-Uni. 77% des Britanniques pensent qu'il a eu raison de démissionner, et 56% pensent qu'il devrait partir tout de suite. Mais c'est pas à moi de vous dire ça, franchement. J'ai jamais voulu me mêler de la politique britannique pour éviter les polémiques et l'exploitation de tous les tabloïds, vous savez, avec lesquels j'ai vécu pendant 5 ans, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui. Moi, j'ai pas compris sa politique. Ça a toujours été un homme politique baroque, comme je l'ai écrit dans mon livre, d'ailleurs. Vous avez bien voulu le citer tout à l'heure. Et en plus, je n'ai pas compris du tout quelle était la raison, autre qu'une raison domestique, politique ou politicienne, de ne pas respecter le traité qu'il avait lui-même négocié. Alors, justement, Boris Johnson n'a pas respecté l'accord. Est-ce que son échec est lié au Brexit, son échec politique, ou uniquement au scandale? Non, je pense qu'il est lié à tout ce qui s'est passé dans son attitude, dans son comportement, dans cette manière très baroque de gouverner. Il y a plein de choses, mais moi je préfère regarder devant, je ne vais pas faire d'autres commentaires. J'ai bien connu M. Johnson, c'est un homme cordial, convivial, habile. Et c'est Georges Pompidou qui écrivait dans un livre qui s'appelle « Le nœud gordien ». En politique, il ne suffit pas d'être habile. Voilà. On va parler de l'Europe et de la situation en Ukraine. Est-ce que l'Europe est à la hauteur en Ukraine, Michel Barnier? Oui, je le crois. Elle est à la hauteur d'un défi qu'on n'a pas vu venir à cette hauteur de gravité, avec le drame de cette occupation russe et de ces milliers de morts, des deux côtés d'ailleurs, d'un pays qui voit mise en cause sa propre souveraineté par
par Vladimir Poutine. Il faut que ce conflit s'arrête, il faut que la Russie revienne à la raison, qu'on cesse le feu, si je puis dire, qu'on obtienne le cessez-le-feu et qu'à partir de quoi on puisse engager une négociation pour rétablir ou établir sur le continent européen une nouvelle architecture de sécurité, un Conseil de sécurité et puis un nouveau traité qui garantira les frontières et qui rétablira la stabilité. On n'en est pas là. Pour l'instant, on est toujours dans ce conflit et il faut continuer la pression à la fois militaire, celle de l'Ukraine qui se résiste et qui résiste courageusement, et celle des sanctions. Mais vous parlez de pression militaire, de puissance. Dès le début du conflit, c'était fin février, un des principaux généraux de la Bundeswehr, le général Alphonse Maïs, a déclaré « En 41 années de service en temps de paix, je n'aurais jamais cru vivre une nouvelle guerre. Or, la Bundeswehr, l'armée de terre que je dirige, est plus ou moins à sec. Sachant que l'armée française est à sec à la chute du mur de Berlin. La Bundeswehr, c'était 500 000 hommes. La France, c'était 550 000 hommes. On est à moins de 200 000 en Allemagne. On est à peine plus de 200 000 en France. Est-ce qu'on peut parler de puissance militaire quand on n'a plus d'armée ? Évidemment non. Une puissance, c'est quoi ? C'est une économie, une monnaie, une politique étrangère, une défense. S'agissant de l'Union européenne, on en est très loin. Mais en revanche, ce conflit qu'on n'imaginait pas a montré deux choses. Un, que nous étions vulnérables. Les pays européens restent vulnérables et ils ont pris conscience de leur vulnérabilité et aussi de l'insuffisance de leur effort d'armement. Vous parliez de l'Allemagne et du constat fait sur l'état de la Bundeswehr. C'est ce qu'a fait le nouveau chancelier allemand, M. Scholz. Il a décidé d'augmenter de 100 milliards l'effort budgétaire militaire pour son pays. J'espère qu'une partie de cet argent, comme une partie de l'effort que la France doit faire dans le cadre de la loi de régulation de programmation militaire, qu'il faut encore tenir et respecter et augmenter à hauteur de 1 ou 2 milliards à partir de 2024, une partie de ces forces sera consacrée à mutualiser des forces, des unités, des programmes de recherche, des capacités au niveau européen. Mais on a l'impression que les sanctions contre la Russie ne servent pas à grand-chose. Ça fait à 4 mois et demi que la guerre a commencé. Et pas beaucoup de résultats. On sait bien que les sanctions n'ont pas d'effet immédiat. La Russie est un pays qui a des ressources et une puissance propre qui lui permet de résister, mais tout de même, on sait bien que ça a des conséquences sur ce pays et sur la vie quotidienne. L'Ukraine, elle doit rentrer dans l'Union européenne ? La perspective a été clairement dite il y a quelques jours par les 27 chefs d'État. Je pense que c'est bien que ce pays qui veut se rapprocher de nous, qui veut respecter nos valeurs, qui veut respecter aussi nos règles, et cette perspective qui lui a été offerte de candidat. Maintenant, le chemin entre la candidature et l'adhésion est assez long, parce qu'il faut respecter les règles, il faut être prêt, il faut qu'il soit prêt, et il faut que nous soyons prêts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est bien qu'il ait cette perspective. Au quoi M. Poutine aura provoqué deux choses. Un, le rapprochement de l'Ukraine beaucoup plus rapide avec l'Union européenne, et deux, la reconsolidation de l'OTAN. Après l'Angleterre, l'Europe et l'Ukraine, on va revenir en France. Est-ce qu'Elisabeth Borne, on parle de démission de Premier ministre, aurait dû démissionner suite à la non-obtention d'une majorité par Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale ? Franchement, je ne crois pas. Elle vient d'être nommée. Je ne vais pas lui faire de procès d'intention. C'est une femme compétente et solide. Elle l'a dit elle-même d'ailleurs, mais elle a un parcours qui témoigne de cette compétence et de solidité. Ce qui est important, c'est le discours de la méthode qu'elle a fait avant-hier à l'Assemblée nationale. C'est un discours de la méthode. Est-ce que cette méthode sera respectée ? On va juger très vite sur le pouvoir d'achat, sur les projets de loi de finances qui vont arriver. Quel est l'état d'esprit des ministres ? Vous savez, il va falloir qu'ils passent, eux, leur cabinet, les fonctionnaires qui travaillent avec eux, de cette culture de l'arrogance ou de l'assurance à une culture du compromis, à laquelle nous ne sommes pas habitués. Mais enfin, moi, j'ai été président d'un département de la région du Sud-Est, la Savoie, pendant près de 20 ans. J'ai aussi eu l'honneur de travailler à Bruxelles et de travailler avec le Parlement, avec les États membres. Le compromis, c'est pas la compromission. Il y a des compromis dynamiques. On est obligé à Bruxelles et dans les collectivités locales à ces compromis. Il faut qu'on en prenne l'habitude au niveau du gouvernement. Et comment avez-vous trouvé son discours de politique générale ?
Non, j'ai trouvé conforme à ce que j'attendais. C'est une femme qui ne fait pas d'esbrouf. Elle a surtout parlé de la méthode, plus quelques points précis que je peux soutenir, d'ailleurs, comme la nationalisation d'EDF. Mais est-ce que le gouvernement a compris? Est-ce que M. Macron a compris ce qui s'est passé dans le pays, ce qu'ont demandé les Français? Ils ont demandé qu'il change de méthode, on va voir, et qu'il change de politique. Il a commencé sur certains sujets à reconnaître qu'il avait eu tort. Prenons l'exemple d'actualité du nucléaire. Pendant 5 ans, et même 10 ans avec M. Hollande, on n'a pas pris les bonnes décisions en matière nucléaire. On n'a pas pris les bonnes décisions. Et là, on revient à un programme nucléaire, on réaffirme les engagements, très bien, on va voir. Justement, parlons de nucléaire. Le prix de l'énergie, c'est quand même quelque chose qui grève gravement le budget des ménages. Les énergies, c'est l'électricité, mais c'est aussi le carburant. Il y a une loi sur le pouvoir d'achat, 20 milliards, remise à la pompe avec une indemnité carburant sur Internet à partir du 1er octobre, augmentation du point d'indice de la fonction publique. Est-ce que pour vous, Michel Barnier, les mesures énoncées dans le projet de loi sont suffisantes? Est-ce que ce sont les bonnes décisions? Est-ce que ce sont les bonnes mesures que de distribuer des chèques à nouveau avec des méthodes très compliquées? Je suis pas sûr de Olivier Marleix, qui est le nouveau président du groupe des Républicains, l'actif et dynamique président de ce groupe, comme d'ailleurs Bruno Retailleau au Sénat. On dit que nous aurions souhaité, nous souhaiterions des mesures plus simples, notamment pour ramener le prix de l'essence le plus proche possible d'1,50 €. C'est pas à prendre ou à laisser, c'est une indication. Comment on fait ça? Pas par des chèques et des primes, mais par une diminution des taxes, notamment la taxe sur la taxe. Alors c'est un effort permanent de l'État, mais il n'y a pas de raison que l'État s'enrichisse avec l'inflation. Quelle attitude demandez-vous à Olivier Marleix, justement le patron des députés Les Républicains? D'abord, il n'a pas besoin que je lui demande quoi que ce soit, nous sommes très proches. Mais vous êtes théoriquement de bons conseils. Et je lui fais confiance. Non, une attitude d'opposition ferme, constructive, intelligente, et c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il fera. Regardez ce qui se passe au Sénat depuis 5 ans. Nous sommes le principal groupe parlementaire du Sénat, nous sommes dans l'opposition. Nous proposons, nous faisons des commissions d'enquête, par exemple sur ce scandale inavoué du Stade de France, où il y a eu tellement de mensonges et tellement de dysfonctionnements. Nous faisons notre travail d'opposition, mais de manière constructive et intelligente, et nous proposons. Et 80% des textes au Sénat ont été finalement approuvés après ce travail, à la fois par les gens de la majorité, les parlementaires de la majorité, et par nous et par les Républicains. Est-ce que vous diriez que les Républicains sont le pivot de l'Assemblée nationale aujourd'hui, le gros pivot? J'aime pas beaucoup ce mot pivot, ça fait un peu, pour les plus anciens de vos auditeurs, un peu 4e République, mais c'est un rôle névralgique. Et si vous y ajoutez, dans ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, qui réunissent le Sénat et l'Assemblée dans la phase finale des textes, nous avons un rôle central et un rôle... Alors maintenant, je pense qu'il faut bien utiliser ce rôle. Et puis ne pas oublier que, au-delà de ce qui se passe au Parlement, nous avons à reconstruire notre famille politique, hein, après 2 échecs graves, celui des présidentielles et celui des législatives. Je pense fondamental, pour le dire franchement à vos auditeurs, que dans ce pays, on retrouve des positions de centre-droit crédibles, comme je pense qu'il faudra des positions de la gauche républicaine, de centre-gauche crédible aussi. C'est pas bien dans ce pays qu'il y ait un seul groupe central, comme l'avait voulu M. Macron, et puis 2 groupes extrême droite, extrême gauche. Il faut plus d'équilibre. Est-ce que vous diriez que le RN et LFI ont la même attitude à l'Assemblée nationale? Non, visiblement pas, mais c'est 2 stratégies différentes. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Ce que je souhaite, c'est qu'il soit aussi dans ce moment important de soutenir ce qui est bien pour le pays. Vous savez, au-delà de la politique parlementaire ou politicienne, il y a un mur de problèmes devant nous, qu'on a d'ailleurs construit en repoussant les problèmes, en faisant cette politique d'évitement depuis 4 ou 5 mois dans les campagnes. On a tellement de problèmes d'unité dans notre pays, de cohésion sociale, de respect. Il faut rétablir le respect dans ce pays partout, d'autorité de l'État. On a tellement de problèmes de chômage et aussi de dette, le commerce extérieur, la dette publique française, 3 000 milliards d'euros. Ce sont des problèmes qui sont les nôtres. Il va falloir les régler par nous-mêmes et avec du courage politique. Hein. On va justement parler de la présidence des LR. Quel serait, parce que les LR vont se chercher un président, le bon profil pour le futur président des LR, Michel Barnier? C'est un peu trop tôt pour le dire. Vous pouvez avoir une idée du profil quand même. Oui, je pense qu'il faut quelqu'un, en tout cas dans cette période, qui sache remettre les gens autour de la table, respecter les sensibilités. Il y a toujours eu dans notre famille politique, depuis le général de Gaulle, beaucoup de sensibilités différentes. Des souverainistes et des européens, des libéraux et des étatistes, des conservateurs et des progressistes. Quand on ressemble à la France, nous gagnons. Quand on cesse de ressembler à la France, on perd. Donc il faut qu'on garde toutes ces sensibilités et les mettre ensemble et refonder notre projet politique.
Il y a tellement de sujets sur lesquels on a des efforts à faire, qu'on n'a pas bien abordés, sur lesquels on n'a pas su parler aux Français, qu'il s'agisse de l'écologie, des institutions, de l'Europe, ou même, plus gravement, de ce que doit être le capitalisme, l'esprit d'entreprise dans ce pays, et sûrement pas dans l'ultralibéralisme et cette fuite en avant au profit de quelques-uns qui s'enrichissent trop vite, tandis que les gens souffrent. Hein. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas le bon profil ? Qui ça, moi ? Oui. Mais oui, mais c'est pas une question. Vous simplifiez pas le débat en le personnalisant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas. Mais vous savez, un président ou une présidente, c'est un homme ou une femme. Oui, donc ça pourrait être vous. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de plan de carrière. Je suis simplement prêt à être utile dans ma famille politique, comme j'ai toujours été. J'ai voulu être candidat aux élections présidentielles dans la primaire. Je ne le regrette pas. Ça n'a pas marché, mais je reste capable d'être utile et prêt à l'être, à prendre ma part. Je prendrai ma part à cette rénovation, mais je le ferai dans un jeu collectif, parce que c'est ça qui compte maintenant, le jeu collectif au sein de la famille des Républicains. Dernière question, quelle est la priorité justement pour reconstruire les Républicains ? C'est le respect entre nous, et puis de savoir dire à quoi sert la droite républicaine, pourquoi on en a besoin dans ce pays sur des valeurs qui sont les nôtres, d'autorité, de liberté. Moi, j'ai toujours été militant depuis que je suis engagé il y a très longtemps maintenant, d'une droite sociale, républicaine et européenne. Et donc voilà, ma ligne, ça restera ma ligne en tout cas. Merci beaucoup Michel Barnier, alors auteur d'un livre qu'on peut remontrer, La Grande Illusion, journal secret du Brexit 2016-2020, publié chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous. Une interview que vous pourrez réécouter bien entendu sur sudradio.fr dans un instant. La revue de presse, il est 8h33.